Bonjour à vous, je me présente, je suis Mireille Landry, la coordonnatrice de la mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la capitale nationale. Je suis accompagnée aujourd'hui de Audrey-Anne Després de la Direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Et vous écoutez en ce moment l'enregistrement du webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, le 11 décembre, soit le webinaire Action climatique, par où commencer? Lors duquel, on a eu aussi la collaboration de Frédéric Lavoie du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Alors aujourd'hui, je vais tourner la page. On a pour objectif de vous outiller sur, les principaux impacts des changements climatiques dans la capitale nationale et aussi de vous amener sur des pistes de solutions pour faire face aux changements et ainsi renforcer la résilience, des communautés. On va d'abord vous présenter les concepts de base sur le changement climatique. On va vous présenter également les principaux aléas climatiques qu'on rencontre dans la capitale nationale et leurs conséquences. Puis, comme mentionné dans l'objectif, on va aussi vous suggérer des pistes de solutions et des exemples inspirants chez nous, mais aussi dans d'autres régions. D'abord, la mise en contexte, pourquoi la mobilisation sur les saines habitudes de vie se préoccupe d'action climatique? Bien, simplement vous dire que, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, la mobilisation, c'est un regroupement de partenaires qui travaillent ensemble à la création d'environnements favorables à l'adoption de saines habitudes de vie. Et la MOB, ou qu'on appelle également la TIR-SHV, c'est-à-dire la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie, porte aussi une volonté là, de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé. La mobilisation a été initiée par la Direction de santé publique en 2004 et à ce jour, elle regroupe plus d'une trentaine de partenaires. Alors, pourquoi effectivement, tout à coup, on s'est préoccupé de l'action climatique? Bien, d'abord, lors de la réflexion sur la planification stratégique de la mobilisation en 2022, il y a des enjeux qui ont été soulevés par les partenaires, notamment la dégradation de la qualité de l'air, la présence d'îlots de chaleur, l'accroissement des GES, puis en fait, les changements climatiques comme tels et les impacts là, sur les communautés. Donc, la mobilisation, les partenaires ont décidé d'en faire une priorité stratégique et de l'inscrire comme une orientation à la planification stratégique 2022-2026. Et donc, ça se traduit aujourd'hui d'abord dans cette action de webinaire pour, dans le fond, outiller, comme je le mentionnais tout à l'heure, comme objectif, là, outiller les partenaires et les acteurs dans la région là, sur les phénomènes là, qui composent les changements climatiques. C'était aussi une volonté de reconnaître et valoriser les impacts des actions des partenaires en saines habitudes de vie à la lutte au changement climatique. Il y avait aussi un souhait de vulgariser les répercussions concrètes des changements climatiques à l'échelle de la région. Également de soutenir la formation, en fait, la sensibilisation, la formation, le perfectionnement des intervenants de la région et être un allié, évidemment, que la mobilisation soit une alliée des actions et des travaux qui sont menés en matière d'action climatique, santé et équité. Alors, je passe maintenant la parole à Audrey-Anne. Oui, merci, merci Mireille. Donc, Audrey-Anne Després, je travaille à la Direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Notre organisation recouvre différents mandats qui sont mandatés via la loi de santé publique, mais aussi la loi de santé et des services sociaux. Donc, nos fonctions sont autant la surveillance de l'état de santé et de différents éléments qui peuvent avoir des conséquences sur la santé des gens et communiquer ce risque-là à la population et aux acteurs. On a aussi une fonction de promotion de la santé, de prévention des blessures et des maladies et de protection de la santé. Il faut savoir que la Direction de santé publique a différentes priorités. Au cœur de ces priorités-là, il y a l'action climatique. De par les conséquences à la santé que les changements climatiques ont au sein des différentes communautés de la capitale nationale, mais aussi par les coûts-bénéfices qui sont associés à cette action climatique, aux différentes actions qui peuvent être mises en place pour faire face au changement climatique. Pour opérationnaliser cette priorité, euh, on a créé le projet Action climatique, santé, équité. Et au cœur de ce projet-là, il y a qu'est-ce qu'on appelle le VRAC-PARC, qui est dans un premier temps de faire une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique pour avoir un portrait de la situation en capitale nationale.
et par la suite, l'élaboration d'un plan de lutte intégré au changement climatique de santé publique, donc autant en adaptation qu'en atténuation des émissions de gaz à effet de serre. On va revenir un petit peu plus loin sur ce concept-là. Et finalement, on a un souhait d'accompagner différentes démarches locales, dont les plans climat au niveau des MRC, dans le but de nourrir nos réflexions sur ce fameux plan de lutte intégré au changement climatique et que ça réponde vraiment aux besoins sur le terrain. Alors, comme je le mentionnais, on avait eu la participation, la collaboration de Frédéric Lavoie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Conseil régional en environnement de la région de la Capitale-Nationale, c'est un organisme d'intérêt public qui regroupe des associations, des institutions, des individus qui ont à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité. Sa mission vise à influencer les décisions, accompagner les collectivités, initier des projets novateurs dans l'intérêt public afin de générer un changement de pratique et bâtir un environnement sain. Donc, avant d'aller vraiment sur les enjeux prioritaires et les pistes de solutions, on trouvait ça important de faire un petit survol des concepts de base en changement climatique pour avoir une vision commune de qu'est-ce qu'on parle. Dans un premier temps, c'est important de mentionner que les changements climatiques sont intimement liés à l'action humaine des dernières décennies. Plus spécifiquement, c'est vraiment notre mode d'exploitation des ressources, notre mode de consommation qui émet de façon importante des gaz à effet de serre. Et c'est vraiment depuis la révolution industrielle qu'on voit en fait les émissions de gaz à effet de serre évoluer de façon exponentielle de par l'activité humaine. C'est principalement associé à la combustion d'énergie fossile et on remarque que c'est vraiment le secteur des transports qui est le secteur d'activité qui émet le plus de gaz à effet de serre à l'échelle québécoise, mais aussi ici en Capitale-Nationale. Donc, les changements climatiques nous exposent à une diversité d'aléas climatiques. Un aléa climatique, c'est un événement lié au climat qui peut avoir de nombreux impacts sur la santé des populations et des écosystèmes, mais aussi causer des dommages sur l'environnement bâti et social. Enfin, un aléa, c'est vraiment associé à une perte de vie humaine ou à des bris, des dommages sur cette vie humaine ou aussi sur l'aspect plus matériel et environnement qui nous entoure. Par exemple, les changements climatiques sont associés à des chaleurs extrêmes, à des précipitations extrêmes de par le bouleversement des cycles d'eau, les cycles de pluie plutôt, à des inondations, au déplacement de populations, soit d'insectes ou des espèces animales qui est associé à des nouvelles maladies émergentes, des sécheresses, des feux de forêt, etc. Et il y a différents événements climatiques qui ont eu lieu au Québec qui nous ont illustré la menace que peut causer les changements climatiques sur la santé de la population et son bien-être, que ce soit les feux de forêt qui ont eu lieu à l'extérieur de la Capitale-Nationale, mais qui nous ont impactés au niveau des épisodes de mauvaise qualité de l'air, ou sinon les inondations qui ont eu lieu en 2023 au niveau de la MRC de Charlevoix. Donc, en nous exposant à une diversité d'aléas climatiques, les changements climatiques ont des conséquences multiples sur les différentes communautés, donc sur la Capitale-Nationale, que ce soit par des pertes ou un bouleversement des écosystèmes et de la biodiversité, des bris au niveau des environnements bâtis, que ce soit le réseau routier ou sinon vraiment des dommages au niveau des logements, des bâtiments, etc. Il y a aussi peut-être, ils peuvent aussi avoir des impacts au niveau du système économique, sanitaire et géopolitique, par exemple en provoquant des déplacements de population. Et finalement, les changements climatiques ont un impact sur la population, que ce soit des impacts qui sont directs ou indirects. La répercussion des changements climatiques sur notre santé est vraiment diversifiée et dépend vraiment de l'aléa ou de l'événement associé au climat qui touche les communautés et les différentes populations. Donc, ça peut aller de blessures à des décès, mais aussi tout l'aspect de déshydratation, de coups de chaleur et d'aggravation de maladies cardio-respiratoires. La répercussion aussi sur la santé mentale n'est pas à prendre à la légère. C'est associé à une diversité d'impacts sur la santé mentale, les changements climatiques, que ce soit de l'anxiété, des chocs post-traumatiques ou de l'aggravation de problèmes de santé chez la population. Et quand on y va plus au niveau de la qualité de l'eau, il y a vraiment des risques de maladies d'origine hydrique causées par des contaminants de l'eau, que ce soit une prolifération de bactéries au sein des cours d'eau en Capitale-Nationale, par exemple. Face à ces répercussions, il faut
bien comprendre qu'on n'est pas tous égaux. Il y a certains groupes de la population qui sont plus prédisposés à subir des conséquences négatives des changements climatiques, soit parce qu'ils sont plus sensibles, que ces populations-là sont plus exposées ou qui ont moins de ressources pour s'y adapter. Quand on parle de populations plus sensibles, on peut penser aux personnes âgées ou aux enfants qui sont souvent plus dépendants pour s'ajuster face au climat, face aux événements que d'autres groupes de la population. Mais on peut penser qu'ils sont plus sensibles aussi au niveau physiologique ou par la prise de médicaments qui peut être associée à une sensation de soif qui est moins perçue. Ou, point de vue physiologique, on sait que les enfants, de par une surface corporelle plus petite, ont une capacité de sudation plus faible que les adultes. Quand on parle de personnes ou de communautés plus exposées, on peut penser aux personnes qui habitent dans un quartier en îlot de chaleur ou des personnes en zone inondable. Et quand on parle de moins de ressources, ça peut être, oui, les ressources financières, mais aussi les ressources humaines. Donc, qu'est-ce qui entoure un individu pour le rendre plus apte à s'adapter? Mais encore plus important, c'est quoi les ressources mises à la disposition d'un individu dans sa communauté? Donc, c'est quoi les espaces verts de proximité où la personne peut aller se rafraîchir ou les cours d'eau? Sont les lieux frais aussi, intérieurs, qui est disponible pour un individu, qui sont animés et attrayants, ou qui se sent en sécurité, qui a un sentiment d'appartenance. Mais aussi, c'est quoi les politiques en mobilité durable qui permet à tous de se déplacer sur le territoire pour avoir accès à ces lieux de fraîcheur, par exemple. Puis d'autres façons que par le taux, qui est associé à un coût économique plus important. Face à ces différentes conséquences, des fois, on peut se demander par où commencer. Bien, en action climatique, par où qu'on commence, c'est par des mesures soit d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou d'adaptation. Donc, quand on parle d'atténuation, c'est de réduire les sources de gaz à effet de serre ou les capter. Et quand on parle au niveau de l'adaptation, c'est des mesures qui nous permettent de s'ajuster au climat en changement pour réduire les impacts négatifs ou exploiter les effets bénéfiques qui peuvent être associés au changement climatique. Mais un point important de l'adaptation aussi, selon notre direction, c'est de favoriser la résilience au sein des communautés. Donc, c'est quoi les conditions pour lui permettre de s'épanouir, peu importe les crises à traverser, dont la crise climatique. De façon transversale, quand on réfléchit par où commencer, c'est par des actions qui permettent aussi de réduire les inégalités sociales de santé. Parce que, comme je vous le disais, il y a vraiment des sous-groupes de la population qui sont davantage touchés par les changements climatiques et il faut adresser cette plus grande prédisposition de certains sous-groupes de la population. Quand on réfléchit aussi à par où commencer, oui, on a les mesures d'atténuation et d'adaptation, mais c'est encore une fois très, très large. Il faut commencer par évaluer la vulnérabilité au changement climatique de notre communauté ou de notre milieu ou organisation pour savoir où mettre davantage d'énergie pour bien répondre au changement climatique. Dans le cadre de notre travail, on a réalisé 7 portraits de la vulnérabilité au changement climatique et de l'action climatique. Le but est de soutenir les différents acteurs dans leur propre évaluation de la vulnérabilité ou analyse de risque, mais aussi contribuer à orienter la prise de décision dans l'action climatique, autant pour les acteurs externes, donc quelles devraient être les actions prioritaires pour favoriser la santé et la qualité de vie de la population, mais aussi nous nourrir dans notre plan de lutte intégré au changement climatique. Il faut savoir que cette évaluation-là, comme je disais au début, peut être faite par une variété d'organisations, que ce soit le secteur du tourisme, par exemple, que ce soit des organisations ou de par un lot d'infrastructures d'une organisation ou d'un milieu. Et les résultats vont être différents. Il va y avoir une certaine variabilité dans les résultats selon le regard qu'on a sur un élément. Nous, c'était la santé de la population. Finalement, selon nous, quand on réfléchit par où commencer, c'est aussi de saisir les opportunités pour la santé humaine et pour l'environnement que peut avoir l'action climatique. Donc, de tenter de choisir des actions qui ont, oui, un effet au niveau de l'adaptation et de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi qui ont des effets favorables, des coûts-bénéfices à la santé puis pour l'environnement. On peut, par exemple, penser aux différentes politiques ou actions en mobilité durable pour favoriser la mobilité active ou le transport actif qui est associé à une augmentation de la pratique d'activité physique. Donc, il y a des bienfaits sur la santé. Même chose au niveau d'une alimentation plus durable, donc qui pourrait être plus végétale, qui est associée à une consommation de fibres plus élevée, qui est aussi associée à des bienfaits pour la santé. On peut aussi penser à toutes les solutions axées sur la nature avec la plantation d'arbres, protection des milieux naturels, qui a évidemment
des bienfaits pour la biodiversité et les écosystèmes qui nous entourent, mais qui est aussi associé à une meilleure santé mentale auprès de la population. On peut aussi penser à tous les aménagements à échelle plus humaine qui nous permet de nous déplacer à des distances de marche ou à vélo et qui évite un étalement vers les milieux naturels et qui permet la conservation des milieux naturels. Et finalement, tous les initiatives citoyennes de participation citoyenne, il y en a énormément en lien avec l'environnement et la protection des milieux naturels, mais ça a aussi un bienfait sur la santé humaine de par une cohésion sociale qui est plus élevée et un sentiment d'appartenance aussi qui est plus élevé. Après ce petit tour de roue sur les concepts de base en changement climatique, je vais maintenant vous présenter les principaux aléas climatiques dans la région de la capitale nationale qui a été retenue suite à notre évaluation de la vulnérabilité et leurs conséquences sur la santé. Donc, dans un premier temps, on a identifié, l'évaluation a permis d'identifier 3 groupes d'aléas jugés prioritaires de par leurs conséquences sur la santé et le bien-être des citoyens plus importantes. Donc, on a un premier temps les épisodes de chaleur extrême, les fortes pluies, tempêtes et inondations, et aussi l'aspect de feux de forêt, mais plus particulièrement la mauvaise qualité de l'air associée aux feux de forêt qui peut avoir lieu à l'extérieur de la capitale nationale. On a aussi d'autres aléas climatiques qui sont préoccupants, mais qui nécessitent d'être mieux caractérisés, mais aussi de mieux comprendre les impacts qu'ils peuvent avoir sur la santé de la population en capitale nationale, donc l'érosion des berges, mais aussi tout l'aspect de sécheresse et de disponibilité en l'eau. Et finalement, il y a d'autres aléas qui sont préoccupants, qui ne sont pas dans les priorités. Par contre, on sait très bien que ça va être que la population de la capitale nationale va être davantage exposée et que ça a des conséquences sur la santé. Donc, le pollen allergène, les maladies transmissibles par les tiques et les moustiques et l'exposition aux rayons UV. Pour le reste de la présentation, je vais me concentrer sur les impacts, les aléas prioritaires. Donc, dans un premier temps, avec les changements climatiques, il va y avoir des épisodes de chaleur plus fréquents, plus longs et plus intenses. Donc, on va avoir d'ici 2050, 10 jours de plus qui va dépasser les 30 degrés Celsius. Il va y avoir une augmentation aussi des fréquences de vagues de chaleur avec une certaine différence entre les différentes MRC, les différents territoires de la capitale nationale. Les conséquences qui sont associées à ces épisodes-là sont multiples. On peut aller par rapport au décès. Il y a aussi un inconfort et différents risques pour la population. Donc, par exemple, une aggravation des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires. Il y a aussi une mobilité qui peut être réduite par une chaleur trop intense à l'extérieur et de l'isolement social qui peut en découler. Il y a une dépense énergétique aussi qui peut être associée par une climatisation avec des coûts plus élevés associés à cette climatisation-là, mais aussi une perturbation et une annulation des activités, par exemple des activités de loisirs ou extérieures ou culturelles lors de la saison estivale. Lors des épisodes de chaleur, il faut particulièrement faire attention au cumul d'événements, par exemple une panne de courant dans la communauté. Maintenant, pour bien illustrer les conséquences sur la santé et sur la collectivité, j'aime bien utiliser l'exemple du dôme de chaleur de la Colombie-Britannique en 2021. Donc, c'est un épisode d'une vague de chaleur qui a duré entre 5 et 6 jours en 2021. Et selon le rapport en chef du coroner de la Colombie-Britannique, il y a eu 619 décès associés à cet épisode de chaleur extrême. Donc, il y a eu une augmentation des consultations et des hospitalisations aussi documentées. Il y a eu 2 fois plus d'appels au 911. Donc, il y a vraiment eu un stress occasionné sur le système de la santé, mais il y a aussi un impact sur la collectivité de par la fermeture d'une multitude de services, mais aussi des pertes économiques importantes pour les travailleurs, mais aussi pour le secteur agricole. Maintenant, pour illustrer, pour vraiment le mettre plus au niveau de la capitale nationale, donc s'il y avait ce type d'épisode-là qui aurait lieu en capitale nationale, il y aurait environ 94 décès qui s'associeraient à ce seul épisode de vague de chaleur-là. Il y aurait 80 hospitalisations et il y aurait 446 visites aux urgences avec ce type d'événement-là sur notre territoire et des coûts économiques importants associés pour la communauté. Si je prends encore l'exemple du dôme de chaleur pour illustrer qu'on n'est pas tous égaux face au changement climatique, donc il y a certains sous-groupes qui sont davantage touchés. Donc, selon le rapport en chef du coroner que je vous parlais précédemment, sur les 619 décès, 90% avaient 60 ans et plus, 91% avaient une maladie chronique ou plus,
56% vivaient seuls et 28% des personnes décédées vivaient dans le quintile le plus défavorisé versus 6% pour le quintile le plus favorisé. Quand on parle de personnes qui sont plus touchées, il faut aussi savoir qu'il y a des milliers de citoyens qui se trouvent en îlot de chaleur. Donc, c'est un endroit dans un centre urbain souvent qui a une température de surface plus élevée qu'en périphérie. Et cette différence-là peut aller jusqu'à 12 degrés Celsius. Et donc, les personnes qui vivent en îlot de chaleur sont plus exposées aux vagues de chaleur, malheureusement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ce qu'on peut faire, on peut élaborer des plans d'intervention chaleur au sein de sa communauté ou au sein de son milieu. On peut aussi proposer des initiatives qui favorisent les liens sociaux. Le loisir est une bonne façon de créer des liens sociaux qui peut être utilisé de façon spontanée lorsqu'il y a un événement ou qu'on a besoin d'une chaîne d'entraide pour voir si son voisin va bien, par exemple. On peut végétaliser, on peut déminéraliser aussi pour réduire l'effet d'îlot de chaleur. Et on peut aussi favoriser l'accessibilité aux espaces verts et aux lieux frais dans sa communauté. Et si on pense à la réduction des inégalités sociales, de prioriser les quartiers plus défavorisés, par exemple. Maintenant, pour un autre enjeu prioritaire, aléa prioritaire qu'on a retenu dans le cadre de notre évaluation, selon les projections climatiques, les pluies vont être plus abondantes. Et on sait aussi que les zones inondables vont être appelées à évoluer avec une mise à jour des cartes inondables au Québec. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que les conséquences des inondations sont déjà coûteuses, autant sur le plan humain qu'économique. Et il y a différentes conséquences associées aux inondations, mais aussi aux précipitations extrêmes. Il y a malheureusement des décès et des blessures qui peuvent être associés aux inondations, perturbations et annulation des services, que ce soit des services alimentaires ou les services proposés par les organismes communautaires, des pertes matérielles. Et l'une des conséquences qui serait le plus importante serait les conséquences psychosociaux, soit l'anxiété ou le stress post-traumatique, qui sont des conséquences qui peuvent être vécues à court terme, mais aussi à long terme. Donc, c'est quelque chose qui perdure dans le temps pour une grande proportion des personnes touchées par les changements, par les inondations. Désolé. Il y a des choses qui peuvent être faites, heureusement. Premièrement, de s'informer de sa situation. Donc, est-ce qu'on est en zone inondable? Au besoin d'adapter ces bâtiments. On peut aussi végétaliser pour permettre une gestion plus durable de l'eau, mais aussi restaurer les berges des rivières, par exemple. On peut déminéraliser et ici aussi favoriser les liens sociaux pour qu'il y ait un groupe d'entraide qui se fait de façon spontanée, comme ça s'est vu dans la MRC de Charlevoix. Et finalement, il y a plus d'épisodes de mauvaise qualité de l'air causés par les feux de forêt qui sont projetés avec les changements climatiques. Davantage de feux dans le nord de la région, dans le nord de la province, qui peut avoir une répercussion sur notre qualité de l'air ici en Capitale-Nationale. Ce qui peut être fait, c'est des plans d'intervention associés à des seuils de qualité de l'air. C'est des données disponibles et communiquées, entre autres, par notre direction de santé publique, et associés à des communications pour permettre aux gens d'adopter un comportement qui est adéquat versus la qualité de l'air, pour éviter, entre autres, que les gens s'isolent trop et limitent trop leurs activités par rapport aux risques réels causés par la qualité de l'air à un moment X. Finalement, je le répète, on n'est pas tous égaux face au changement climatique. Il y a des citoyens et des citoyennes qui sont plus affectés, que ce soit les enfants, les personnes aînées, les personnes qui vivent de l'isolement social, les personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance, les personnes qui ont une maladie chronique ou plus, les personnes avec une incapacité, les producteurs agricoles, les travailleurs extérieurs, comme je disais, les personnes qui vivent en îlot de chaleur ou en zone inondable. Donc, il faut adapter nos actions pour que ces citoyens-là soient priorisés et qu'on pense à eux quand on réfléchit aux mesures d'adaptation et en fait qu'on les implique dans le processus décisionnel. Si on ne sait pas par où commencer, aussi on peut utiliser l'indice de l'Université Laval, donc la classe de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques, nous permet d'identifier des secteurs qui ont une forte proportion de population dite sensible et ça prend en compte une variété de variables, donc ça peut nous permettre d'identifier des secteurs jugés prioritaires. Pour donner des chances égales à tous, on peut aussi cibler certains quartiers, soit des quartiers défavorisés, mais aussi cibler des établissements scolaires en îlot de chaleur, par exemple.
Il faut aussi poursuivre nos actions sur la pauvreté, l'inclusion sociale et l'accès à l'alimentation, que ce soit via les popotes roulantes, les différents centres d'entraide, les frigos solidaires, toutes les démarches en réussite scolaire, etc. Et aussi agir sur les saines habitudes de vie, puisque un des grands éléments pour réduire la sensibilité de la population, c'est qu'elle adopte des comportements sains et qu'ils soient en santé. Donc, favoriser les déplacements actifs sécuritaires, diminuer les comportements sédentaires, favoriser une alimentation saine et accessible pour tous, et une des mesures phares pour permettre à notre population d'être en santé et donc de faire face au changement climatique. On peut aussi analyser les avantages et les inconvénients des actions pour chaque groupe et pour que les avantages et les inconvénients soient répartis de façon équitablement. On peut aussi mettre en place un processus de participation citoyenne pour aller chercher la voix des personnes qui sont touchées par les changements climatiques, mais aussi ceux qui vivent de la pauvreté, de l'isolement social, qui ont une incapacité, les aînés, les jeunes, pour être sûr que les actions proposées leur conviennent et sont vraiment associées à un avantage pour eux. Avant d'aller vers les pistes de solutions et les exemples inspirants, un petit mot sur les sources d'émissions dans la capitale nationale. Je l'ai un peu soulevé en début de rencontre. Donc, il faut savoir que selon les différents inventaires d'émissions de GES disponibles sur le territoire, c'est le transport qui est associé, qui est le secteur qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi le secteur qui a le plus de coûts-bénéfices. Donc, toutes les actions pour favoriser une mobilité plus durable, donc associées au transport en commun, associées au transport actif est associé à un multitude de coûts-bénéfices. Oui, la pratique d'action physique, mais aussi la réduction du bruit, la réduction de la mauvaise qualité de l'air, etc. On peut aussi parler de l'alimentation durable qui est associée à un coût-bénéfice et d'autres aussi grandes mesures comme l'énergie propre qui est associée à une meilleure qualité de l'air, mais aussi l'aspect de partage et de réduction à la source qui peut permettre des liens sociaux entre les gens. Donc, concernant les pistes de solutions et exemples inspirants. Donc, pour revenir sur ce fameux petite figure avec atténuation d'adaptation, il faut savoir qu'il y a une multitude d'actions climatiques qui sont possibles, autant en atténuation qu'en adaptation. Et dans les deux cas, les mesures ont vraiment le potentiel d'améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Qu'est-ce qui est très important, c'est que pour donner des chances égales à tous, c'est important d'assurer une gouvernance locale qui mise sur l'intersectorialité, donc une multitude d'acteurs dans la réflexion pour éviter les angles morts et de s'assurer que les mesures proposées ont vraiment un avantage pour tous et surtout pour certains groupes davantage touchés par les changements climatiques. Il faut aussi que cette intersectorialité concerne aussi les citoyens et citoyennes de la population et avoir aussi une lunette, faire des efforts supplémentaires pour vraiment favoriser l'implication des populations en situation de vulnérabilité ou des populations aussi marginalisées qui ne participent pas normalement à des processus de concertation ou de consultation usuels. Si on regarde quelques grands exemples d'actions climatiques, on peut penser à l'aspect de mobilité d'aménagement, avec par exemple d'accroître la densité d'occupation du sol et la mixité des usages pour favoriser les déplacements actifs, donc l'utilisation du mode actif. On peut aller aussi vers de l'alimentation et le verdissement en verdissant les quartiers évidemment, mais en réduisant le gaspillage alimentaire, mais aussi en priorisant les protéines végétales qui sont autant associées à des coûts-bénéfices pour la santé qu'à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle du logement, on peut valoriser les bâtiments existants et les rendre efficients, mais aussi de favoriser la création de logements sociaux de qualité. Au niveau de l'industrie, on encourage bien sûr la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergie renouvelable et tout l'aspect de gestion des sinistres et anticiper les impacts des changements climatiques et les vulnérabilités présentes sur le territoire, mais aussi d'intégrer les changements climatiques dans les plans de sécurité civile. Donc, qu'est-ce qui va se passer ou qu'on doit mettre plus d'emphase dans la gestion des sinistres à venir. Je vous rassure, les différents territoires de la capitale nationale sont déjà en mouvement. Donc, il y a une diversité d'initiatives, autant en atténuation qu'en adaptation.
que ça soit des initiatives, des actions comme les jardins communautaires, le verdissement ou des outils de planification et de surveillance. C'est vraiment beau à voir et les gens, les différents acteurs sur la communauté sont mobilisés et veulent en faire plus aussi. En termes d'exemples inspirants, on peut aller premièrement dans l'aspect de verdissement. Il y a énormément d'initiatives sur le territoire en verdissement. Mais aujourd'hui, on vous présente le projet École Éponge du Conseil régional de l'environnement qui permet de verdir des écoles. Mais un des éléments importants, c'est oui, un processus de verdissement au sein d'un établissement scolaire, mais ça vient vraiment impliquer les jeunes dans la réflexion, afin de créer un espace vert à l'image de leur créativité. Donc, c'est un aspect super important. Oui, il faut mettre une mesure en action, mais il faut être sûr que ça convient aux personnes interpellées qui sont ici, les jeunes, qui utilisent la cour d'école. Il y a aussi des initiatives de conservation des milieux naturels et ces milieux naturels sont associés à plusieurs points positifs, que ce soit le fait que c'est un réservoir de carbone, donc ça permet de capter des gaz à effet de serre, ça vient protéger la biodiversité, mais ça a aussi des bénéfices sur la gestion durable des eaux. Donc, ça peut venir prévenir les inondations, mais aussi améliorer la qualité de l'eau de nos cours d'eau. Il y a des exemples récemment avec le don écologique d'une partie du boisé Nelson, mais aussi un projet de protection de la Grande Tourbière dans la MRC de la Jacques-Cartier, qui a mobilisé, oui, la MRC, mais une diversité de partenaires. Un des éléments importants aussi quand on parle à l'action climatique, c'est le développement de connaissances et leur diffusion. Donc, ici, c'est quelques exemples du Conseil régional de l'environnement qui a créé une diversité d'outils, mais aussi de catalogues pour permettre aux gens de savoir, par exemple, quel organisme existe sur le territoire pour me permettre de verdir, de planter des arbres dans mon milieu. Mais aussi un autre exemple de Nature Québec pour encore une fois, avoir des idées inspirantes pour le verdissement. Donc, c'est un aspect important, le développement des connaissances et évidemment leur diffusion pour permettre à tous de pouvoir les utiliser. Sinon, le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches a lancé dernièrement un projet qui se nomme Get ta glace, qui a pour but de sensibiliser, mais aussi de mobiliser les municipalités, les petites municipalités de moins de 5000 habitants, sur la vulnérabilité de leurs loisirs, donc d'un loisir important au Québec qui est patiner et jouer au hockey. Donc, de pouvoir échanger et proposer ensemble, de réfléchir à des bonnes pratiques pour permettre de favoriser un état adéquat des patinoires, mais aussi d'encourager la réflexion sur le futur des patinoires extérieures et en général du loisir l'hiver. Qu'est-ce qui est bien de ce projet-là, c'est que ça a ciblé des petites municipalités, donc de moins de 5000 habitants, qui ont souvent un petit peu moins de ressources que les plus grandes municipalités pour réfléchir à ce genre de questions-là. Si on poursuit dans la sensibilisation et la mobilisation adaptée au public cible, évidemment, il y a quelques exemples, entre autres en milieu scolaire, où l'adaptation du discours et la sensibilisation est très importante. Donc, par exemple, on a le Lab 22 qui accompagne et soutient la transition socio-écologique dans les écoles secondaires, mais qui propose aussi un atelier sur la carboneutralité à animer en classe. Et c'est vraiment une trousse qui est disponible pour les professeurs pour l'animer de façon autonome dans leur classe. On a aussi Carbone scolaire qui propose un programme éducatif clé en main sur l'éco-responsabilité dans les écoles primaires du Québec. On a aussi Accès Transport Viable qui est un partenaire de la mobilisation qui offre une diversité de programmes de sensibilisation jeunesse sur le sujet de la mobilité. Et on a aussi Écomotion qui offre un accompagnement pour renforcer la résilience émotionnelle et le pouvoir d'agir des individus et des communautés grâce à des stratégies d'action face aux défis sociaux climatiques. Qu'est-ce qui est aussi important? Oui, il y a sensibiliser, mobiliser, mais il faut aussi, lors d'événements, mieux rejoindre et communiquer le risque lié à la chaleur extrême, en particulier. Donc, la direction de santé publique de l'Estrie, en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, mais aussi le réseau d'éclaireurs et différents organismes locaux, ont mis en place le projet Thermomètre qui sert à distribuer 5000 trousses auprès des personnes prioritaires face aux vagues de chaleur. Donc, on a un guide plus d'informations, mais aussi un thermomètre pour mesurer la température de leur logement. Et ça permet vraiment, cette disposition de trousses-là, de créer des liens entre des populations plus vulnérables et des intervenants ou des bénévoles.
On a aussi, l'Estrie a aussi prévu un guide pour soutenir cette distribution-là de trousses, donc un guide pour les intervenants et les bénévoles qui peuvent aller sur le terrain pour aller rejoindre les populations et les sensibiliser. Il y a aussi des exemples inspirants en termes de mobilité un peu partout au Québec, aussi en Capitale-Nationale. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'initiative de la Gaspésie, qui est un territoire jugé plus rural, mais aussi qui a une densité faible et qui peut parfois avoir des barrières pour réfléchir à une mobilité plus durable, mais ça prouve que c'est aussi possible et qu'on peut mettre on peut mettre la mobilité durable au cœur de toutes les régions de la Capitale-Nationale, peu importe sa densité. Donc, on a premièrement en Gaspésie des vélos partage qui sont disponibles, donc des vélos en libre service dans plusieurs municipalités autour de la Gaspésie. Mais aussi, on a de l'autopartage, qui sont en fait des autos des municipalités de la Gaspésie qui rendent disponibles à la population pour utiliser, pour louer pour leurs déplacements, surtout le soir et le week-end quand les voitures sont disponibles. Donc, c'est une mutualisation aussi des voitures des municipalités. Si on poursuit au niveau de la mobilité, il faut aussi associer la disponibilité des différentes offres de modes de transport avec l'aménagement aussi de voies cyclables, mais aussi de voies pour les piétons qui sont sécuritaires et attrayantes. Il faut aussi associer ça à l'apaisement de la circulation, que ce soit la réduction de la vitesse ou la réduction de la capacité routière pour rendre le transport actif plus attrayant et sécuritaire pour une diversité de populations. Et ici, c'est l'exemple de Donnacona, donc l'avenue Côté à Donnacona, qui a vu son aménagement être revu avec un aménagement en sens unique pour permettre l'aménagement d'une voie cyclable devant l'école primaire. Pour conclure, l'action climatique, il faut le voir comme une opportunité autant pour la santé, la qualité de vie et les conditions de vie pour tous, mais aussi c'est une opportunité pour les milieux naturels et la biodiversité, pour la protéger, pour la maintenir et pour la faire croître encore plus. Et les acteurs peuvent compter sur les forces et initiatives déjà en place, ainsi que sur la présence d'une diversité d'acteurs. Donc, dans un premier temps, c'est important de mobiliser et valoriser les savoir-faire et les expériences des différents acteurs de la Capitale-Nationale, mais aussi des citoyens et citoyennes, mais aussi de reconnaître leur contribution dans l'action climatique. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Alors, ça fait le tour de la présentation intégrale qui a été faite le 11 décembre sur le webinaire L'action climatique, par où commencer. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de journée.